Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très bonnes lectures. Je reviens vers vous donc aujourd'hui avec un nouveau point lecture où je vais vous parler de graphique, de polar, de fantasy et un brin de fantastique, hein, un petit brin de fantastique. Donc je vous propose de commencer dès à présent avec le polar. Il s'agit de Skiatook Lake de Hervé Jubert et Benoît Sévrac aux éditions Le Passage dans la collection Polar. Alors j'ai demandé ce roman à la maison d'édition pour ce monsieur. J'adore la plume de Benoît Sévrac, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'est un homme absolument charmant, il est passionné par ce qu'il fait et par ce qu'il écrit. J'ai lu Trafic, qui se passe dans la ville de Toulouse, qui est en rapport avec le trafic animal. On est dans le milieu vétérinaire de Toulouse. J'avais adoré sa plume, c'était particulièrement incisif, c'était net, propre et sans bavure. Et donc, quand j'ai vu la parution de ce roman, je me suis dit, je vais le tenter, je vais le demander à la maison d'édition. Ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, d'ailleurs je les en remercie profondément s'ils regardent cette vidéo. Donc alors Skiatook Lake, on est en Oklahoma aux États-Unis, sur le territoire tribal de la nation Osage, une nation indienne. Et un soir, il va y avoir une tornade qui va passer sur Omini, voilà, sur la ville d'Omini. Une tornade qui va quand même causer un certain nombre de dégâts. Et le lendemain du passage de cette fameuse tornade, on va retrouver une voiture quelque peu cabossée quand même, avec un cadavre à l'intérieur. Les portes sont fermées et du coup, le cadavre de la jeune femme est retrouvé dans la voiture. Le conducteur est passé on ne sait où. Et du coup, Jack Marmont, qui est chef enquêteur à la police tribale d'Omini, décidément, j'ai du mal avec le nom, à la police tribale d'Omini, va se charger déjà d'annoncer le décès de Christine à sa famille. Et quand il va annoncer le décès de cette jeune femme à sa mère, il trouve la réaction quand même de la mère un peu bizarre. Bien dire les choses comme elles sont, elle est attristée certes, mais il sent qu'elle a peur. Il y a forcément quelque chose qui le dérange profondément dans la réaction de la mère. Bon, le temps se passe. Sa femme, c'est Stormy Water. Comment qu'elle s'appelle, cette brave dame? Oui, c'est ça, je crois que c'est Stormy Water. Le nom de sa femme. Stormy Water, du coup, elle est travailleuse sociale et elle informe quand même son policier de mari qu'il y a quand même un certain nombre de disparitions de femmes indiennes qui est non résolu. Un certain nombre de femmes qui disparaissent sans laisser de traces pour être soit vendues à un trafic d'esclaves modernes, à un réseau de prostitution. On les retrouve éventrés avec des organes en moins pour le trafic d'organes. Bref, c'est quand même un dossier préoccupant pour la nation indienne, mais qui l'est beaucoup moins vis-à-vis du FBI ou des autorités fédérales, car ça concerne les Indiens et pas les Blancs. Autant dire les choses comme elles sont. Donc elle lui dit, tu sais, peut-être que la jeune femme que tu as retrouvée dans la voiture était peut-être victime d'un enlèvement ou d'un pseudo-trafic. Il prend l'information, il la laisse dans un coin de sa tête et il poursuit son enquête. Et quelques jours après le passage de la tornade, il retrouve le cadavre du conducteur. Bon, passé par la tornade, je vous raconte pas l'état du cadavre. Ça ne tenait que par un fil, si j'ose dire. Et du coup, là, l'enquête va prendre une autre mesure. Et Jack va se rendre compte très rapidement que cette mort, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il va déterrer des secrets politiques, des secrets économiques, parce que forcément, on le sait,
les Indiens ont quand même des terrains où il y a énormément de ressources naturelles. Alors on apprend dans le roman que il y a eu un partage de fait entre l'État fédéral et les nations indiennes, comme quoi tout ce qui est du sous-sol, tout ce qui est dans le sous-sol appartient aux Indiens et ce qui est au-dessus appartient à l'État fédéral. Donc quand vous avez des ressources telles du gaz, telles du pétrole, ça appartient aux Indiens qui revendent à l'État fédéral et donc du coup les dividendes sont repartagés dans la nation indienne. Sauf que bah voilà, l'homme étant homme, qu'il soit indien, blanc, noir, tout ce que vous voulez, quand l'appât du gain arrive, bah, il arrive que le conseil tribal puisse éventuellement se mettre un petit peu d'argent dans la foufouille. Donc, Jack va un peu gratter, il va se rendre compte que cet enlèvement cache quand même quelque chose d'un peu plus conséquent et il va mener l'enquête, une enquête qui va le mener assez loin, une enquête qui va le malmener physiquement. Alors on apprend dans le roman qu'il a eu des alertes cardiaques, donc du coup sa femme est très 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 vigilante sur ce qu'il mange, le pauvre. Le pauvre, il m'a fait pitié. Elle lui fait manger de la salade et des légumes le soir, le pauvre pépère. Il se retrouve avec 3 carottes et 2 feuilles de salade dans son assiette, alors qu'il avait quand même l'habitude de manger un bon steak, hein, quand même. Hein, mais voilà, on sent bien que même si c'est lui qui fait la loi au commissariat, quand il est chez lui, c'est pas lui qui fait la loi, hein, c'est madame. Moi, voilà, ce côté relation homme-femme m'a beaucoup fait rire. Et il y a aussi les conflits de génération. On voit aussi avec son fils qui a quitté le territoire de la nation Osage pour faire ses études, mais il est quand même profondément ancré. Son fils a quand même des idées bien arrêtées sur ce qu'a subi la nation indienne, sur les injustices, sur le racisme, sur toutes les injustices qu'ils ont subies. Pas le génocide. Faut savoir que l'Indien était là avant l'homme blanc, dans les territoires qui sont devenus les États-Unis. Ils ont été délogés. Et c'est limite si le gouvernement leur a pas fait une fleur en leur donnant quelques réserves, quelques territoires, et au comble de malchance, sur ces territoires, il y a quand même des ressources. Donc on est bien obligé de traiter avec eux. Donc il y a tout ce côté sociétal, toutes ces difficultés que le peuple indien vit encore à l'heure actuelle. Faut savoir que les auteurs ont passé quelque temps avec les Indiens Osage pour vraiment s'imprégner de leur culture, de leurs difficultés, enfin vraiment vivre auprès d'eux pour retranscrire le plus fidèlement possible tout leur quotidien dans ce roman. Alors oui, bon, l'enquête ne casse pas trop. Enfin, l'enquête est somme toute assez classique. J'allais dire qu'elle casse pas 3 pattes à un canard. Non, mais voilà, l'enquête est classique. Mais ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est les personnages, c'est tout le contexte économico, politico, sociétalo, mentalo. Non, c'est pas ça, bon, pas Mentalo, mais voilà, tout le contexte de ce roman qui est extrêmement passionnant, intéressant, servi par 2 plumes, parce que j'ai découvert celle d'Hervé Joubert, qui se marie particulièrement bien avec celle de Benoît Séverac. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jack Mormont, qui veut vivre malgré tout avec son temps, mais qui a quand même cette culture tribale en lui. Il veut ménager la chèvre et le chou, il veut ménager l'ancien et le nouveau et le présent, et c'est pas toujours évident pour lui avec sa femme, avec son chef, avec ses collègues, parce qu'il faut savoir que les relations entre la police tribale et la police, j'allais dire la police normale, mais la police blanche, la police fédérale, c'est plutôt la guerre des polices. Hein. C'est plutôt la guerre des polices, car si la police fédérale appréhende un suspect en terre tribale, il s'arroge le bénéfice de l'arrestation. Hein. Même si c'est en territoire tribal, c'est pour leur pomme. Hein. Tout le mérite leur revient. Par contre, quand il y a des emmerdes, c'est pour la police tribale, bien évidemment. Hein. Mais ça, de toute façon, c'est partout pareil.
que ce soit la police tribale ou non. Voilà, j'ai trouvé ce roman particulièrement intéressant, une très très bonne enquête, un très bon personnage de flic. Il m'a un petit peu fait penser à Walt Longmire, le héros de Craig Johnson. Voilà, c'est plein de grands espaces américains, bonne culture américaine, et franchement, j'ai passé un excellent moment avec ce roman, Skiatou Clegg. Je vous encourage vivement à le découvrir si vous ne connaissez pas La Plume, ni de Benoît Sévrac, ni d'Hervé Joubert. Je vous conseille vraiment de les découvrir par ce roman-là. Alors, ensuite, on va passer... Voilà. On va partir en Égypte cette fois-ci grâce au manga Reine d'Égypte de Kie Inudo aux éditions Kiun. Alors je vous ai déjà parlé de cette série parce que là voilà, on en est au tome 8, c'est le tome qui est sorti cette année, donc c'est vraiment le tout dernier tout chaud, hein, tout beau tout chaud. Alors voilà, comme c'est un tome 8, hein, je ne vais pas non plus vous résumer les 8 tomes, hein, parce que ça n'a aucun intérêt, et c'est surtout que ça va vous spoiler, mais voilà, pour vous la faire courte, ce manga retrace l'histoire de la première pharaon femme. Il s'agit de la reine Hatshepsut. Alors c'est une version peut-être un peu romancée, mais on y apprend quand même pas mal de choses sur cette femme, et dans ce tome 8, on découvre Hatshepsut à l'apogée de son règne. Elle tient absolument à ce que l'histoire, à ce que les hommes, à ce que son peuple garde en mémoire quelque chose d'elle, que quelque chose d'elle reste vraiment pour la nuit des temps. Elle a fait énormément de sacrifices, elle a sacrifié énormément de choses, sa vie de femme, sa vie amoureuse, sa vie de famille, elle a tout sacrifié, tout mis de côté pour servir son pays, pour servir l'Égypte. Et ici, dans ce roman, on voit Hatshepsut qui est seule, elle est très très seule. Il y arrive encore un gros coup dur, un drame encore dans ce roman, un de plus, vous me direz, parce que c'est depuis en 7 tomes, il lui est quand même arrivé des bricoles, et ce drame va encore la faire réfléchir sur sa condition, sur son règne. C'est passionnant, moi qui suis une férue d'Égypte, je vous raconte pas, je me régale vraiment à chaque tome. Et je trouve ce manga très intéressant car il fait il raconte l'histoire d'une femme qui était très 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 en avance sur son temps, parce qu'à l'époque aucun Égyptien n'aurait imaginé qu'une femme puisse devenir pharaon, puisse mener les troupes à la bataille, puisse mener des guerres, puisse avoir un rôle économique autre, puisse avoir un autre rôle que celui de potiche ou de poule pondeuse. Et ici, dans ce roman, Hatshepsut montre bien qu'une femme est tout aussi capable, autant qu'un homme, de diriger un pays, de mener son pays, de mener le gouvernail de l'Égypte de main de maître. C'est vraiment absolument passionnant et j'aime beaucoup. C'est aussi les couvertures très colorées des éditions Kiun pour ce manga. Je vais vous montrer aussi le derrière qui est sublimissime. C'est absolument splendide. Enfin, voilà, je me suis une fois de plus régalée avec ce manga. Donc maintenant, va falloir faire comme tout le monde. Hein. On va attendre le tome 9. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais voilà, si vous ne connaissez pas cette saga de manga et que vous aimez l'Égypte, ou même si vous n'aimez pas l'Égypte et que vous voulez vous lancer dans une série de mangas, je vous conseille vraiment Reine d'Égypte. C'est très abordable et c'est très compréhensible. Et franchement, vous allez passer un excellent moment avec la reine Hatshepsut. On continue dans les mangas. Alors,
vous le savez, j'ai découvert assez récemment, je crois que c'est en début d'année, lors du premier confinement, lors du confinement, j'ai découvert la saga The Promised Neverland de Kaiju Shirai et Pozuka Demizu aux éditions Kazé dans la collection Shonen. Donc c'est une série en 20 tomes. J'avais eu la chance de trouver les 15 premiers tomes à la bibliothèque, donc je les avais empruntés, et grand bien m'en avait pris, parce qu'une fois que vous avez commencé, eh ben, vous avez qu'une hâte, c'est de prendre la suite. Et donc j'avais lu les 15 premiers tomes d'une traite, et là j'ai eu la chance de trouver le restant, les 5 tomes qui me manquaient. Et comment vous dire que j'ai été absolument ravie de retrouver les personnages de ce manga. Franchement, c'était absolument génial. Alors, pour vous refaire un petit résumé rapide, on est dans un monde où on fait la connaissance d'enfants qui grandissent dans un orphelinat avec une personne qui s'occupe d'eux, qui les soigne, qui les cajole, qui leur donne à manger, bref, qui leur donne tout l'amour maternel possible. D'abord, il l'appelle maman, et un jour, voilà, comme c'est un orphelinat, bah, y a des enfants qui quittent l'orphelinat pour être adoptés, et un jour, une petite fille est adoptée et elle oublie son doudou. Voilà, son doudou est tombé par terre. Donc cette jeune fille que vous voyez ici, Emma, qui a le cœur sur la main, dit bah non, elle peut pas partir comme ça sans son doudou, donc je vais aller au portail de l'orphelinat, bien qu'on n'ait pas le droit d'y aller, pour lui rapporter son doudou, parce qu'il paraît inconcevable qu'elle quitte l'orphelinat et parte pour sa nouvelle vie sans son doudou. Et là, elle va découvrir l'affreuse vérité. En fait, cet orphelinat, c'est une ferme qui élève des enfants comme du bétail pour les donner en pâture à des monstres. Parce que les enfants qui quittent l'orphelinat, il faut savoir qu'ils ne sont pas adoptés, mais qu'ils sont donnés en pâture à des monstres. Et là, l'affreuse vérité éclate aux yeux d'Emma. Elle en parle à ses meilleurs amis, à Ray et Norman, et bah, ils vont s'évader. Ils vont s'évader de Gracefield House, et pendant tout le roman, ça va être l'histoire de leur évasion, le combat contre les monstres, essayer de trouver une solution pour que tout le monde s'en sorte, et tout ça pendant 20 tomes. Alors, c'est vrai que par moment, dans certains tomes, il y a des longueurs, c'est un petit peu répétitif, voilà, mais à la fin, il y a toujours ce petit truc, ce petit rebondissement qui relance l'intérêt, et qui relance la machine. Voilà, c'est comme si on mettait une pièce d'1 € dans le parc-mètre et hop, ça y est, c'est reparti. Moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, ces enfants qui se battent pour un avenir meilleur, qui même si ce sont des enfants, font tout voilà, ils sont tous ensemble, mais ils réfléchissent ensemble, ils élaborent des plans ensemble. Leur grande force, d'abord c'est ce qu'ils disent ils le disent à plusieurs reprises hein, dans le roman. Leur grande force, c'est le fait d'être ensemble, c'est le fait d'être unis comme une famille, comme voilà, une grande famille. Et c'est vraiment, voilà, c'est hyper prenant, c'est hyper intéressant, c'est hyper addictif. Alors le personnage d'Emma, bon, c'est le personnage phare de la saga, c'est la pierre angulaire, le phare de cette bande de gamins. C'est une indéfectible optimiste. C'est même parfois énervant. Parce que voilà, oui, mais on y arrivera tous ensemble, il y en arrivera, ouais. Bon, au bout d'un moment, elle est saoulante. Elle est saoulante avec son optimisme. Des fois, on aimerait bien la voir un petit peu baisser les bras, parce que elle est tellement optimiste qu'on croirait que c'est un robot, quoi. Il y a des moments, voilà, ça m'a un petit peu gêné, enfin pas gêné. Ça m'a un petit peu saoulé de son éternel optimisme. Voilà, tout va bien se passer, on va y arriver. Mais voilà, au bout d'un moment, faut aussi. C'est quand même un monde assez dur, impitoyable. Il y a pas la place à l'erreur dans ce roman pour les enfants. À la moindre petite erreur, ça peut être fatal pour tous.
Alors évidemment, il y a des morts tout le long de la saga. Voilà, il y a beaucoup d'émotions. On rit, on tremble, on pleure. J'avoue qu'à certains moments, oui, j'étais prête à verser ma petite larmounette. Vous me connaissez, je suis un vrai cœur d'artichaut. Euh, voilà, c'est une excellente saga. J'ai trouvé la fin. Je m'attendais pas à cette fin-là. Je m'attendais pas à cette fin-là, mais voilà, c'est le message, c'est encore une fois de l'optimisme, que par-delà toutes les difficultés, voilà, le cœur et l'amour sont là, enfin voilà, ça peut tout supporter, tout démolir, voilà, tout supporter, tout accomplir. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne saga. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors par contre, hein, il y a quand même certains passages qui sont extrêmement violents, sanglants. Donc c'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes, je trouve. Quand même, c'est quand même pour moi pour un public un peu averti. Voilà, je préférais quand même vous prévenir qu'il y a quand même des scènes qui sont un peu gore. Hein, voilà, mais faut avoir le cœur bien accroché parce que même moi, je trouvais à un moment c'était un peu gore hein, quand même. Mais bon, pour moi, voilà, c'est une saga de manga terminée. Je suis super contente d'avoir passé un petit bout de chemin avec ces enfants. Ils resteront longtemps dans ma mémoire et c'est vraiment une très très bonne découverte. Si vous ne connaissez pas la saga, je vous encourage vivement à la découvrir. Vous passerez un excellent moment. Ensuite, euh, on va passer à toute autre chose avec Ouijigo d'Estelle Faye, publié aux éditions Albin Michel d'Imaginaire. Alors ici, on est plutôt dans le fantastique. On est dans le fantastique. Estelle Faye nous emmène dans un voyage vers Terre-Neuve. Là, on est en 1793. Un jeune lieutenant de la République est envoyé pour arrêter un noble qui se terre dans sa forteresse de Basse-Bretagne. Il est venu arrêter Justinien de Salers parce la République estime qu'il est coupable d'un certain nombre de choses, et on a envoyé Jean et tout son régiment l'arrêter pour qu'il puisse être jugé. Et arrivé devant la forteresse, Justinien de Salers enjoint Jean de venir le rejoindre, et il lui dit qu'il ne se rendra, il ne pourra l'arrêter, il le suivra, que lorsqu'il lui aura raconté son histoire. Donc effectivement, Jean n'a rien à perdre. Il s'installe et il écoute le noble lui raconter une histoire qui s'est passée, l'histoire d'un voyage qui s'est passé il y a quelques années à Terre-Neuve. Et alors, à l'époque, Justinien de Salers avait été embauché pour faire la lumière sur une expédition qui avait eu lieu à Terre-Neuve, dont les participants ne sont jamais revenus. Du coup, il est engagé avec un certain nombre de compagnons pour découvrir ce qui s'est passé. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Une immense tempête provoque le naufrage du navire et ils échouent sur une île, sur une plage, tous les quatre. Il y a très très peu de survivants. Ils sont 5 ou 6 survivants, je crois. 7, 8, enfin moins d'une dizaine de survivants, et ils vont tenter d'explorer l'île pour trouver des secours. Et bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Il y a des morts. Plusieurs personnes meurent de façon assez étrange. Et évidemment, Justinien, lui, se demande ce qui se passe, et il y a un petit peu les chocottes, et arrive bientôt la rumeur comme quoi un esprit de la mort vient chercher son dû, et ce qu'on appelle le Ouijigo. Et voilà, tout le roman se passe là-dessus. Et voilà, c'est vraiment un roman à ambiance. À lire quand il y a une tempête qui se déchaîne dehors, quand vous entendez le vent qui fait je veux bien le vent, hein. En même temps, hein, on a eu un week-end assez venteux, dont je peux vous dire que voilà, le bruit du vent, je le connais un petit peu. Je peux vous le faire assez aisément. Mais c'est vraiment un roman à ambiance sombre, froide, humide,
vous sentez, ça fait froid dans le dos. Voilà, il se passe pas non plus, voilà, il n'y a pas de l'action à couper le souffle. C'est vraiment un roman d'ambiance très noir, très sombre. Et voilà, les personnages sont assez énigmatiques. On peut pas dire que on s'attache à eux. Ils sont à la fois ouais, énigmatiques, distants, et pourtant la magie opère et la fin arrive. Moi je l'ai pas vu venir. C'est rudement bien fait. C'est très très intelligent. C'est difficile, voilà, c'est difficile de vous parler de ce roman sans vous spolier, mais c'est réellement un roman d'ambiance. Il est très court, enfin il est très court. Il fait 249 pages, mais voilà, vous êtes réellement plongé dedans dans cette ambiance de mort où tous les personnages vont affronter leur peur. Et il se pourrait bien que la mort les attende au bout du chemin. Et c'est toute l'histoire de Justinien de Salers qui nous raconte dans ce roman jusqu'au coup de théâtre final, à la révélation finale. Et c'est vraiment très très bien fait. J'aime beaucoup ce que fait Estelle Faye. J'avais lu le premier tome de La Voix de l'Oracle et j'avais beaucoup aimé. J'ai jamais lu la suite d'ailleurs, c'est un tort. Va falloir que je remédie à ça assez rapidement. Ici, on n'est pas dans de la fantaisie, on est vraiment dans du fantastique. Et c'est vraiment un genre qu'elle manie avec beaucoup de brio. Sa plume est très prenante. Je vous encourage vivement à le découvrir. Et voilà, est-ce qu'on peut revenir sur cette couverture d'Aurélien Polis qui est absolument magnifique. Voilà, elle est sublimissime. C'est vraiment un très très bel ouvrage, aussi bien au dehors qu'au dedans. Enfin, on va terminer avec voilà, le retour du Hiérophante, les maîtres enlumineurs, le tome 2 de Robert Jackson Bennett, toujours aux éditions Albin Michel l'Imaginaire. Le tome 1 avait été un énorme coup de cœur, mon premier coup de cœur de 2021, et c'était avec une certaine impatience que j'attendais le tome 2. Donc voilà, c'est fait, c'est lu, je l'ai terminé hier soir, et comment vous dire que je l'ai fait un petit peu durer, hein, ce roman-là, parce que c'était un tel plaisir de retrouver les personnages, un tel plaisir de retrouver l'univers de magie. On avait envie, voilà, on a envie de tourner les pages, de savoir ce qui va arriver aux personnages, d'en découvrir un peu plus, et en même temps, on a envie de ralentir pour que ça dure le plus longtemps possible. De Robert Jackson Bennett, je n'ai lu que Les Maîtres enlumineurs, je n'ai pas lu American Elsewhere, qui est apparemment très bien. Il y a eu des retours dithyrambiques dessus, mais en tout cas, dans son roman de fantasy, dans Les Maîtres enlumineurs, qu'est-ce qu'il est bon, Robert Jackson Bennett! Pouh, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il nous a concocté. Alors autant, voilà, le premier tome a été un coup de cœur, mais ce tome 2, là, il est vraiment à la hauteur du tome 1. C'est un coup de cœur aussi pour ce tome 2. C'est absolument super, c'est génial. Ah là là, qu'est-ce que c'était bon. Puis alors, hein, est-ce qu'on peut revenir quand même sur cette couverture absolument magnifique, signée Didier Graffet. Le travail graphique est absolument sublime. Et donc, dans ce roman, on retrouve les personnages 3 ans après les événements qui ont eu lieu dans le tome 1. Alors, c'est très difficile de vous parler de ce tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1, je voudrais pas vous spoiler, mais voilà, on retrouve les personnages de Sansia, d'Orso, de Grégor, de Bérénice, voilà, et on rentre encore plus dans le système de magie de l'enluminure. Et là, si on avait vraiment... Je trouve que dans le tome 1, on aborde ce système de magie de l'enluminure, mais dans ce tome 2, on rentre encore plus en profondeur là-dedans, et on nous apprend tout ce qu'on peut faire avec la magie de l'enluminure,
tout ce qui est possible et tout ce qui est possible et imaginable, même voire même l'impensable peut être possible avec l'enluminure. Et ici, donc du coup, dans ce tome 2, nos héros vont affronter, voilà, ils vivent leur vie et ils vont apprendre qu'une menace va arriver sur Thévan, sur la cité de Thévan. Il s'agit du hiérophante, mais pas de n'importe quel hiérophante, le premier hiérophante qui a, comment dire, zut, j'ai mangé le mot, une réputation, et sa réputation le précède, et sa réputation n'en fait pas un bonhomme charmant au premier abord, ni au deuxième, hein, d'ailleurs. Bref, et donc du coup, nos héros vont devoir affronter ce hiérophante. Ça va donner lieu à des scènes de combats magiques absolument épiques. C'est franchement, ça, c'est hyper. Voilà, moi je peux pas vous dire autre chose que de découvrir les maîtres enlumineurs. Si vous avez lu le tome 1, mais lisez le tome 2, allez-y, foncez, laissez tout tomber. Hommes, femmes, enfants, chiens, chats, boulot, voilà, mettez-vous en congé sabbatique, voilà, oubliez tout et foncez sur le retour du hiérophante. Je peux pas vous dire autre chose que de foncer sur cette saga, sur ce deuxième tome qui est prenant, qui est magique en tout point, et les personnages, enfin voilà, les personnages sont égaux à eux-mêmes. On a vraiment des personnages qui ont un franc-parler. D'un chien, Sansia, elle est vraiment brute de décoffrage. Elle a pas peur de dire à un con qu'il est con, quoi. Elle lui dit, mais bougre voilà, mais elle sort des énormités, mais plus grosses qu'elle, quoi. Et par moments, elle est mal embouchée, mais c'est ça que j'aime, quoi. C'est ça que j'aime dans ce personnage. Elle est entière. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, malgré tous les événements qu'elle a vécu dans le premier tome, elle veut toujours aider. Elle veut que ça aille mieux pour tout le monde, pour tout à chacun. Elle veut offrir une vie meilleure à tout le monde, et c'est tout à son honneur. Et elle a embarqué dans cette aventure un certain nombre de ses camarades, et ils la suivent parce qu'ils ont énormément confiance en elle. Et j'ai retrouvé avec plaisir un des personnages qui avait eu un énorme pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur dans le premier tome, et je croisais les doigts pour pouvoir le retrouver ici dans le deuxième. Donc, ceux qui ont lu le premier tome savent de qui je parle, et on le retrouve dans le deuxième tome, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé ce passage-là. Voilà, je vous encourage vraiment à découvrir les maîtres enlumineurs. C'est vraiment une saga de par son système de magie, de par son univers et de par son personnage qui est réellement à découvrir, et qui pour moi peut devenir un incontournable de la fantasy moderne. Voilà, pour moi je ne veux pas dire que c'est un chef-d'œuvre, mais presque. J'ai rarement été aussi conquise par une saga de fantasy que par les maîtres enlumineurs. Robert Jackson Bennett a fait un énorme boulot. Franchement, je dis chapeau. Bravo, monsieur Bennett. Ça, vous avez vraiment fait un travail formidable. Vous allez conquérir l'univers de la fantasy avec ce roman. En tout cas, moi, vous m'avez emballé. Hein. Moi, ça, voilà. Virginie, elle a empaqueté, pesé, emballé. Moi, c'est voilà, Robert Jackson Bennett, les maîtres enlumineurs, c'est énorme. Et voilà. Et comment vous dire que la fin, le marque-page est en train de se faire mal. Autant vous dire que la fin, bah voilà. Maintenant, faut attendre la suite, quoi. Donc, mon petit Robert, hein, au taf, parce que nous, on t'attend au tournant. Et enfin, je voulais vous parler de Les Voix de Brume d'Hélène Bess, le tome 5, l'épisode 5, que j'ai lu aussi ce week-end. Je vous en ai parlé au précédent point lecture. Alors, je tiens à m'excuser platement auprès de l'autrice Hélène Bess, qui a eu la gentillesse de venir me mettre un petit commentaire sur ma précédente vidéo, parce qu'en fait je me suis trompée comme une grosse bouse.
sur le nom de la ville où se passe le roman. Il ne s'agit absolument pas d'Evoriaz, mais d'Evianor. Donc, ceci dit, elle l'a pris avec beaucoup d'humour. Elle m'a dit, je garde précieusement l'idée sous le coude, ça peut me donner une idée de nom de ville pour un prochain roman. Bref, je suis vraiment désolée, Hélène, je accepté toutes mes plates excuses. Donc, dans cet épisode 5, alors, il n'y a pas une action rocambolesque, quand même, mais on apprend un tout petit peu plus sur un des personnages, sur ce qui va devenir un peu le fil conducteur de tout le roman, je pense. Moi j'aime beaucoup le format en épisode, même si je peux comprendre certains qui sont frustrés car ils ont à peine le temps de se mettre dedans que c'est déjà terminé. Donc peut-être se garder quelques épisodes, 2-3 épisodes pour les lire d'affilée, pour être vraiment bien dedans. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que... alors oui, des fois, je suis frustrée à la fin de l'épisode parce que j'aimerais bien en savoir plus et que je sais qu'il faut que j'attende une semaine supplémentaire. Mais pour moi, voilà, les épisodes qu'Ophélie m'envoie tous les vendredis, pour moi, c'est ma petite gourmandise du vendredi. Ça m'aide à finir les semaines. Je sais que le vendredi, j'ai cet épisode-là qui m'attend. Voilà, j'aime toujours autant suivre les aventures du clan Bédéfer. Et là, je pense qu'à partir du 6e épisode, on va réellement rentrer dans le vif du sujet. Parce que là, voilà, le décor est planté, le contexte est planté. Et là, les gars, va falloir cracher dans ses mains, remonter ses manches, armer vos pistolets et aller de l'avant. Voilà. Donc, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez lu certains des ouvrages que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'adore discuter avec vous en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. C'est toujours encourageant pour moi pour continuer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire voyager sur vos divers réseaux sociaux. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!